qui montre qu'un phénomène chaotique peut donner le même résultat. Là aussi, on prend des simulations numériques qu'on fait tourner pendant un temps infini avec énormément de paramètres, de particules, et on constate que dans certains cas, on peut arriver à ce type de simulation. Donc la réponse n'est pas aussi claire que ce qu'on aurait dit il y a quelques années. Des questions intéressantes, hein ? Oui. Pourquoi certaines planètes ont une inclinaison et d'autres pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est le résultat, effectivement, c'est le résultat encore d'un phénomène. Vous avez des millions de collisions qui donnent un résultat qui ne sera jamais le même deux fois. Je pense que c'est le fruit du hasard, en quelque sorte. Je pense. Alors, quand même, dans l'ensemble, elles sont presque toutes dans le... Enfin, à part Uranus, qui est couché sur le plan de l'écliptique, ce qui est effectivement encore une énigme. Toutes les autres ont des angles, des inclinaisons quand même... Vous parlez de l'obliquité ou de l'inclinaison, pardon ? Oui, je parle. Je réponds sur l'obliquité et vous m'avez parlé d'inclinaison, en fait, je crois. Alors, la question, donc, excusez-moi, je reprends votre question. En fait, c'est pour les saisons. Hein, Ah oui, alors c'est l'obliquité. C'est bien l'obliquité, effectivement. Pourquoi Vénus a une obliquité nulle et Mars a la même que la Terre, je ne vois aucune raison, en fait, que le résultat du processus de collision multiple qui a amené au bout du compte à la formation de l'objet. Et alors, question de rattrapage, alors. Pourquoi la Lune tourne-t-elle, montre-t-elle toujours la même face ? Et est-ce que c'est très précis ou est-ce que ça bouge légèrement dans le temps Ah oui, ça c'est le résultat des forces de frottement. Alors là, il y a certainement des gens qui sont plus experts que moi dans la salle. Je ne suis pas spécialiste des forces de marée. Mais c'est le résultat de le couple, si vous voulez, entre deux objets, la configuration qui demande le moins d'énergie, la plus stable, c'est celle où les objets se regardent l'un l'autre. Voilà, tout à fait. C'est l'état vers lequel on évolue, si vous voulez, qui correspond à l'énergie minimum du système. Et c'est ce qui est arrivé à la Lune. C'est d'ailleurs ce qu'on observe sur beaucoup de satellites qui sont proches de leur planète. Question tout en haut à droite. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que pour dater l'âge du système solaire, on utilisait du matériel extraterrestre, donc soit des fragments d'astéroïdes ou des morceaux sur la Lune. Mais comment est-on sûr que ces fragments sont bien issus de la genèse du système solaire et pas d'un autre système Bonne question, parce qu'en fait, justement, dans la quasi-totalité des cas, on mesure une quantité de rapports d'éléments qui sont tous les mêmes et qui montrent une origine commune. Parce que je vous ai cité les éléments radioactifs, mais il y a une quantité d'autres éléments qu'on mesure dans tous les sens, si vous voulez. Et il y a une commonalité des abondances qui fait que l'origine est la même. Mais, justement, il y a des anomalies. Et ces anomalies, on les a trouvées, ça fait déjà, je pense, une vingtaine d'années, dans certains échantillons que l'on considère comme particulièrement primitifs, et dans lesquels, donc, on voit, on voit des inclusions et on voit des rapports qui montrent que l'origine est différente. C'est un peu difficile sans rentrer dans le détail, mais par exemple, on prend les rapports isotopiques de l'oxygène. Dans le cas du système solaire, on trouve les mêmes rapports partout. Mais on a trouvé, dans certains éléments particuliers, des rapports différents qu'on ne savait absolument pas expliquer dans le contexte d'une origine de la nébuleuse solaire. Et là, à ce moment-là, on a dit, ces grains-là, ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'un autre environnement. Donc, le problème est bien posé. Mais pour répondre quand même à la question, ça, c'est vraiment une anomalie extrêmement rare. En général, tout le matériau qu'on regarde, on mesure une quantité de paramètres, si vous voulez, et on vérifie à chaque fois que les rapports sont ceux de la nébuleuse solaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'autres questions devant ? Oui, bonjour. J'ai une question sur l'apparition de la vie sur la Terre.
Vous avez signalé la présence d'eau liquide comme élément important, ainsi que le fait que le CO2 est piégé dans les océans. Oui, tout à fait. Est-ce que parmi les autres éléments, est-ce que le phénomène des saisons joue-t-il un rôle? Et la présence d'un satellite important comme la Lune a-t-il joué un rôle également? Les saisons, ça me paraît pas évident. Par contre, la Lune, oui. La Lune, oui, il y a eu des travaux, encore une fois par la même équipe, Jacques Lascar du BDL, du Bureau des longitudes ici à Paris. Il a montré que l'orbite, l'obliquité de la Terre était restée constante parce que la Lune l'avait stabilisée. Parce que dans le cas de Mars, c'est pas vrai, par exemple. Dans le cas de Mars, l'obliquité de Mars n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la même que la Terre. En fin de compte, c'est presque une coïncidence. Si Mars et la Terre ont aujourd'hui une obliquité de 24 degrés ou 23 degrés, parce que dans le passé, Mars a eu des obliquités qui allaient jusqu'à 40-45 degrés. Et ça a tout changé, les calottes polaires se retrouvaient à l'équateur, enfin c'était un bouleversement complet. Et là, ça a certainement des conséquences importantes. Si la vie est apparue, ça a un impact certain. Par contre, dans le cas de la Terre, ces calculs montrent que si la Lune, c'est la présence de la Lune qui a permis de stabiliser l'obliquité, l'axe de rotation de la Terre. D'autres questions arrivent. En haut à droite. On va prendre. Oui, vous avez parlé d'accrétion. Vous n'avez pas parlé des météorites. Oui. Et en particulier d'une météorite découverte il y a peu de temps. Je vais très mal prononcer son nom parce que je la cite de mémoire. Je crois que c'est Murchison. Murchison. Voilà. C'est Murchison, oui. Murchison qui aurait des grains qui sont hors du système solaire. Oui, effectivement. Voilà. Et ensuite, l'apport de l'eau donné par les météorites aussi est-elle possible? Oui, en effet. Alors ça, c'est un débat qui est encore ouvert. En fait, c'est la question de savoir d'où vient l'eau des océans. Parce qu'il y a deux origines possibles. Hein. Ou bien l'eau vient du dégazage par volcanisme, ou bien elle vient de l'extérieur par les météorites ou les micro-météorites. Alors, on pense que les deux ont joué un effet, mais que vraisemblablement l'apport extérieur est plus important. Et entre les météorites et les micro-météorites, en fait, la différence est importante parce que je ne suis pas spécialiste du sujet du tout, hein, mais les spécialistes nous disent que les météorites ont pour origine, pour corps parent, comme on dit, les astéroïdes, tandis que les micro-météorites ont pour corps parent les comètes. Et à un moment, l'idée a été soulevée que c'était les comètes qui avaient amené l'eau de la Terre. Et puis on a fait des mesures justement de cette fameuse eau lourde dont je vous parlais tout à l'heure, la mesure du deutérium, du rapport deutérium sur hydrogène. Et on a vu que ce rapport dans les comètes, il est très élevé, plus élevé que ce qu'on mesure dans l'océan. Donc l'eau ne peut pas venir complètement des comètes. Elle peut venir partiellement des comètes, mais plus vraisemblablement, elle vient majoritairement d'astéroïdes qui seraient placés juste derrière la ceinture principale. C'est les idées qui sont développées actuellement, mais encore une fois, là, il n'y a pas de certitude. C'est des domaines qui évoluent. Et les auteurs peuvent avoir des idées différentes. Enfin, en gros, c'est l'idée qui a tendance à prévaloir actuellement. Une question sur la droite. Juste une question par rapport, vous avez parlé tout à l'heure de la migration éventuelle des planètes gazeuses, des géantes gazeuses. Est-ce qu'aujourd'hui on a déjà éventuellement des simulations qui nous montreraient le futur du système solaire sur leur positionnement à venir? Le futur, je ne sais pas, mais votre question m'incite à développer un peu ce point parce que c'est important, effectivement. Alors là, c'est les travaux qui font autorité, ce sont ceux d'un groupe de Nice, de l'Observatoire de Nice. C'est Alessandro Morbidelli, son équipe, qui a fait ça. Donc ce sont des simulations numériques. Donc il a fait entrer tout un tas de phénomènes physiques dans l'affaire. Et il arrive à faire une migration modérée des planètes géantes. Et il se passe quelque chose de très intéressant au cours de cette migration. Alors, il y a Jupiter qui se déplace légèrement vers l'intérieur, de 6 UA vers 5 unités astronomiques. Saturne va de 8 à 9 à peu près, 9,5, là où il est maintenant.
Et Uranus et Neptune partent de environ 15 pour aller à 20 et 30. Ça, c'est le scénario